Après 9 mois en mer, ma femme m'a dit de ne pas rentrer à la maison. 24 heures plus tard, son avocat était à genoux. Le sentiment du retour à la maison était censé être réconfortant. Après 9 mois passés en mer, à transporter du fret à travers le Pacifique sur un cargo rouillé, je n'imaginais qu'une seule chose pendant le vol retour, ma femme Amélie courant dans mes bras à l'aéroport. Mes enfants criant « Papa » pendant que je laissais tomber mon sac marin pour les attraper. J'avais soigneusement emballé leurs cadeaux, une boussole sculptée à la main pour Émile, un médaillon de sirène pour Léa. J'avais tellement rejoué ce moment dans ma tête que j'en étais presque convaincu qu'il s'était déjà produit. Mais à la place, je me tenais de l'autre côté de la rue, en face de ma propre maison, face à un cauchemar en pleine journée. Une voiture était garée dans mon allée. Une décapotable blanche encore couverte de serpentins et de ballons en plastique bon marché. Le cadre de la plaque d'immatriculation disait « Just Married ». Le genre de détail ridicule qui m'aurait fait rire si seulement ce n'était pas devant ma foutue maison. Ma maison. J'ai cligné des yeux. Peut-être étais-je victime du décalage horaire. Peut-être que je m'étais trompé d'adresse, peut-être que je devenais fou, mais ensuite j'ai vu le coussin préféré d'Amélie sur le banc du porche. Le vent soulevait le coin de sa robe à fleurs par la fenêtre de l'étage restée ouverte. Aucun doute possible, j'étais chez moi. Simplement, je n'étais plus le bienvenu. Puis mon téléphone a vibré. « Amélie, ne te donne même pas la peine de venir. Les serrures sont changées. Les enfants ne veulent plus te voir. C'est fini. » C'était tout. Pas de ponctuation, pas de nom. Juste 3 phrases sèches qui m'ont frappé comme des balles. Elle n'a pas dit « on devrait parler ». Elle n'a pas dit « bienvenue à la maison ». Elle n'a pas dit « je suis désolé ». Elle a dit que les serrures étaient changées, que mes enfants ne voulaient plus de moi, que c'était terminé. Je n'ai pas répondu avec colère. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement écrit « comme tu veux ». Puis j'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à Damien Laurent, mon avocat. J'ai appuyé sur « appeler ». Damien, c'est le moment, ai-je dit. Lance tout, sans avertissement. À fond, je n'ai même pas attendu sa réponse. J'ai raccroché. Il était 15h41. À 17h, ses comptes étaient gelés. À 19h, j'avais déposé une demande de garde légale et la moitié du voisinage commençait déjà à chuchoter. À minuit, j'avais 22 appels manqués. Le dernier message vocal venait de son avocat paniqué, affolé. « Vous n'avez aucun droit légal de faire ça sans elle. » Puis ça a coupé. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois. Laissez-moi vous dire une chose à propos de 9 mois passés sur un cargo, avec 34 autres hommes, on y apprend la patience, l'endurance et comment souffrir en silence. J'avais lu entre les lignes d'Amélie pendant des années, le ton tranchant qu'elle prenait quand j'appelais trop tard, les fois où elle oubliait les décalages horaires, le fait qu'elle ne m'incluait jamais dans ses photos. Je ne voulais pas y croire à l'époque. Mais maintenant, j'avais des preuves, pas des soupçons, pas des mots. Des preuves. Je suis retourné vers la voiture de location et j'ai jeté un dernier regard à la maison. Les fenêtres étaient baignées d'une lumière chaude. Des ombres passaient derrière les rideaux. Des rires s'échappaient par une fenêtre entr'ouverte. Mais ce n'était pas mon rire. Ce n'était pas ma famille. Elle ne m'avait pas simplement remplacé. Elle m'avait effacé. Je repris mon téléphone. Il y avait un nouveau message. « Amélie, tu as toujours été théâtrale. Grandis un peu. Passe à autre chose, je suis enfin heureuse. Tu devrais l'être aussi. Voilà. » Le masque était tombé. Amélie avait toujours fait semblant. Elle faisait semblant de pleurer quand je partais. De me manquer. De m'être fidèle, mais elle n'avait jamais été rien de tout cela. Elle n'était qu'une illusion bien construite. Une manipulatrice professionnelle en legging, elle n'était pas juste une mauvaise épouse, elle était une experte. Mais cette fois, elle avait joué le mauvais jeu avec le mauvais homme. Tu vois, pendant qu'elle postait des selfies filtrés avec des légendes mensongères, moi j'étais en mer construisant des plans d'évasion dans ma tête. Chaque nuit de solitude face aux vagues, j'imaginais ce que je ferais si je la prenais en faute. Je ne l'ai pas prise en faute. Je l'ai surprise en train de me jeter à la poubelle pour dérouler le tapis rouge à un autre. Et il se trouve que je suis rentré chez moi au beau milieu du défilé. Et maintenant j'allais tout brûler. Tout ce qu'elle pensait posséder. Pas avec violence.
avec calcul, froid, implacable, parce que je n'étais plus le même homme que celui qui était monté sur ce bateau. J'étais pire, et Amélie n'avait aucune idée de la tempête qu'elle venait de déclencher. Lorsque l'aube éclaira les bords des nuages, j'avais une clé de chambre d'hôtel dans une poche et une bouteille de bourbon dans l'autre. Je ne l'ai pas bu, pas encore, j'avais besoin d'un esprit clair. À partir de maintenant, chaque seconde devenait un coup sur l'échiquier. Et Amélie, elle n'avait même pas conscience que la partie avait commencé. À 7h42 du matin, je suis entré dans mon agence bancaire. La même où Amélie souriait d'un air suffisant en retirant de l'argent en leggings, jouant à la parfaite femme au foyer, sans défense. J'ai signé les documents pour transférer notre compte joint en compte séparé. Carte d'Amélie annulée. Accès révoqué. Puis est venu le tour de la propriété. L'acte de propriété avait toujours été à mon nom. Amélie le savait. Elle n'a jamais cru que je l'utiliserais. Mais ce matin-là, avec les premiers papiers de divorce dans sa boîte de réception, elle a aussi reçu une notification officielle. Elle avait 48 heures pour quitter les lieux. Et comme elle avait déjà changé les serrures, je lui ai facilité la tâche. J'ai contacté moi-même un serrurier, remplacé chaque serrure qu'elle venait d'installer par un système biométrique, reprogrammé à mes empreintes seulement. La vengeance ne ressemble pas toujours à des cris. Parfois, elle ressemble à un silence et une enveloppe remise par coursier. À 10h13, Amélie a enfin appelé. Je suis resté à regarder l'écran. Son nom clignotait sur le verre. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé. Puis encore. Enfin, elle a laissé un message vocal. « Tu exagères complètement, Julien, dit-elle, d'un ton faussement calme, le même qu'elle utilisait pour manipuler les enfants. On devrait parler. Tout ça est théâtral. Je pensais qu'on était des adultes. J'ai écouté ce message 6 fois. Pas une seule fois, elle ne s'est excusée. Pas une seule fois, elle n'a dit qu'elle m'aimait. Pas une seule fois, elle n'a exprimé le moindre regret. Juste, on devrait parler. » Traduction. Répare ce que j'ai brisé pour que je n'ai pas à en subir les conséquences. Vers midi, j'ai reçu un message de l'école de ma fille. Le directeur voulait confirmer si j'avais approuvé la décision d'Amélie de désigner son nouveau compagnon comme contact d'urgence. Ma mâchoire s'est crispée à tel point que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Je me suis rendu sur place personnellement. J'ai montré les papiers attestant de la garde temporaire intégrale. J'ai fait retirer entièrement le nom d'Amélie. J'ai aussi laissé des copies de ces documents dans la boîte mail de son avocat avec un petit mot « N'hésitez pas à rappeler. Je suis libre tous les jamais. » La vérité. Je ne la reconnaissais plus. C'était la même femme qui pleurait quand je montais sur un navire. Celle qui m'envoyait des mails interminables sur le lit, vide sans moi. Celle qui me suppliait de faire un dernier contrat pour qu'on puisse enfin acheter cette maison au bord du lac. Mensonge. Tout était mensonge. Maintenant, elle jouait la parfaite épouse avec un inconnu dans ma maison. Conduisait la voiture que j'avais payée. Essayait d'effacer toute trace de moi dans la vie de mes enfants. Et le pire, elle croyait sincèrement qu'elle s'en sortirait. Mais on n'épouse pas un marin en espérant qu'il coule en silence. Ce soir-là, je me suis garé à nouveau en face. Même vue cœur différent. Les ballons de fête avaient disparu. L'allée était vide. Les lumières éteintes. Amélie avait appelé 13 fois. Laissé 8 messages vocaux. Les derniers semblaient plus fébriles. Je ne pensais pas que tu irais jusque-là. On était séparés, Julien. Émotionnellement, tu étais déjà parti depuis des mois. Qu'est-ce que j'étais censé faire? T'attendre éternellement? Voilà. La justification. Le script. Sauf que moi, je n'avais jamais signé pour un mariage avec une date d'expiration. Je ne l'ai pas épousée avec un contrat qui disait valable, sauf si le mari part travailler. J'ai cassé mon dos en mer pour lui offrir tout ce qu'elle voulait. Et elle a tout vendu au moment même où j'ai franchi la porte. J'avais 2 options. 1. Hurler, me battre, exiger des explications. 2. Fermer chaque porte et ne plus jamais me retourner. J'ai choisi la seconde. Mais juste avant de quitter la voiture, je l'ai vue dans la fenêtre. Amélie. Bras croisés, au téléphone, faisant les 100 pas comme une renarde acculée. Je me suis demandé si elle appelait lui, le nouveau, celui qui portait probablement mon peignoir, assis dans mon fauteuil, dormait dans mes draps, celui qui avait peut-être bordé ma fille avec des gestes vides pendant que je luttais dans les tempêtes du Pacifique, et j'ai souri à nouveau,
Laisse-la profiter de sa nouvelle vie. Elle est construite sur du sable et je viens de retirer la fondation. Elle a pris mon absence pour de la faiblesse. Elle a oublié que les marins ne coulent pas. Ils survivent. Et quand ils rentrent chez eux, ils amènent la marée avec eux. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à mon hôtel. Je prenais mon petit déjeuner seul, lisant un email de Damien à propos du gel des avoirs lorsque j'ai vu l'hôtesse regarder vers l'entrée. Son visage s'est tendu. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner. Je l'ai senti. Ce parfum trop sucré. Ces talons qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait manipuler quelqu'un. Amélie. Elle s'est approchée droit à ma table comme si de rien n'était. Julien, dit-elle avec cette douceur forcée, haut perché qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. On peut parler, je n'ai pas levé les yeux de mon café. Tu as déjà tout dit dans ton message. Et au cas où tu l'aurais oublié, ne te donne même pas la peine de venir, ne laisse pas beaucoup de place à la conversation. Elle a tiré la chaise en face de moi et s'est assise sans y être invitée. Tu es cruelle, dit-elle en croisant les bras. J'étais dans un endroit sombre, d'accord. Tu étais parti pendant presque un an. Je me sentais abandonné. J'ai fait une erreur, mais je ne pensais pas que tu allais brûler toute notre vie pour ça. Erreur. J'ai enfin levé les yeux vers elle. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Tu as eu un mariage dans mon allée Amélie. Elle a blêmi comme si je l'avais giflée. Je ne l'ai pas épousée, murmura-t-elle. J'ai levé un sourcil. Alors c'est à qui ce Just Married? Elle a hésité. Puis elle a soufflé agacée. C'était symbolique. Je voulais juste passer à autre chose. Symbolique, intéressant. Les ballons aussi, c'était symbolique. Elle a cligné des yeux. Sa façade se fissurait. Pourquoi tu fais ça? Tu as changé les serrures. Tu as dit aux enfants que j'étais parti pour de bon. Tu as essayé de m'effacer comme si j'étais une aventure d'un soir. Tu m'as humilié dans ma propre maison. Et tu me demandes pourquoi je fais ça. Elle s'est penchée furieuse maintenant. Tu t'es toujours vue comme la victime. Peut-être que si tu avais été plus présent au lieu de disparaître en mer pendant des mois, je n'aurais pas eu besoin de chercher le bonheur ailleurs. Voilà, sa vérité. Pas de remords, pas de regrets, juste du blâme. Comme si la fidélité avait une date limite, comme si l'engagement expirait dès que ça devenait difficile. Je me suis levé. Elle m'a suivi. Julien attend. Ne pars pas. J'ai sorti mon portefeuille, posé un billet de 50 € sur la table, largement de quoi couvrir mon café et son ego brisé. Tu as perdu le droit de me suivre le jour où tu as amené un autre homme chez moi et dit à nos enfants que j'étais remplaçable. Sa voix monta. Tu ne peux pas juste t'en aller comme ça. Je ne m'en vais pas, dis-je. Je t'efface. Je l'ai laissé là dans ce café d'hôtel hors de prix, entouré d'inconnus, qui faisaient semblant de ne pas écouter. Plus tard dans l'après-midi, Damien m'a rappelé. Le nouveau d'Amélie Clément, apparemment, venait de recevoir une injonction. Il avait conduit ma voiture en ville, se faisant passer pour un tuteur légal d'Émile et de Léa. Il n'apparaissait même pas sur les documents scolaires. Maintenant, il avait une ordonnance restrictive temporaire et une convocation au tribunal. Et Amélie, elle, m'a renvoyé un message ce soir-là. Je vais appeler les enfants. Tu ne peux pas me les enlever. Ce ne sont pas des pions. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que la vérité, c'est qu'Émile et Léa avaient déjà vu clair en elle. Quand je suis allé les chercher à l'école cet après-midi-là, Léa a couru droit dans mes bras. « Tu es revenu », dit-elle en enfouissant son visage dans mon cou. « Je ne suis jamais parti », ai-je murmuré. Émile n'a pas dit grand-chose. Mais une fois dans la voiture, il m'a demandé s'il pouvait rester avec moi un moment. Sa voix était prudente, comme s'il testait les os. J'ai dit oui, sans condition. Ce soir-là, on a mangé des plats à emporter sur le sol de la petite maison de location que j'avais trouvée. Juste nous trois. Pas de drame, pas de cris, pas de mensonges. Amélie a essayé d'appeler à nouveau. Cette fois, je l'ai bloquée. Pas par mesquinerie, par paix. Parce que pour la première fois depuis des années, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à la liberté. Une semaine plus tard, Amélie a déposé une requête d'urgence au tribunal affirmant que j'avais kidnappé les enfants. Mais cela s'est retourné contre elle.
Damien est entré dans la salle d'audience avec une pile de messages imprimés des relevés scolaires et une déclaration sous serment de la psychologue des enfants. Amélie ne s'attendait pas à ce que je sois 10 coups d'avance. Elle pensait encore que j'étais cet homme naïf, celui qui croyait à chaque larme qu'elle versait sur FaceTime. Le juge n'a pas été dupe. Amélie, dans son blazer de marque, essayait d'avoir l'air de la victime, mais la vérité se décollait d'elle comme une peinture mouillée. Quand le juge a demandé à Émile s'il voulait s'exprimer, il a hoché la tête. Un gamin courageux. « Je veux juste rester avec mon père pour l'instant, dit-il. C'est plus calme, plus vrai. » Amélie ne l'a même pas regardé. Elle est restée là, le regard figé droit devant elle, les lèvres serrées. Je reconnaissais ce visage. C'était le même qu'elle faisait lorsqu'elle mentait et prétendait que tout allait bien. Le tribunal m'a accordé la garde principale temporaire. Amélie a obtenu un droit de visite, surveillée. Elle a quitté la salle d'audience avant même que les papiers ne soient signés. Ce soir-là, elle a posté une photo d'elle sur Instagram avec une citation du genre « On ne peut pas briser une femme née du feu ». J'ai ri. Elle n'était pas née du feu. Elle avait été forgée dans le mensonge. Le lendemain, Clément s'est présenté à l'école. Il a tenté de jouer l'innocent, disant qu'Amélie lui avait demandé de déposer une boîte à goûter. Mais le vigile a vu son nom sur l'ordonnance restrictive et a appelé la police. Il a été escorté hors de l'établissement en quelques minutes. Amélie m'a envoyé un message 2 heures plus tard. Ce n'était qu'un malentendu. Tu n'avais pas besoin de l'humilier comme ça. Tu es cruel. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais mieux à faire. Comme emmener mes enfants à la plage, comme apprendre à Émile à faire ricocher des pierres sur l'eau, comme aider Léa à fabriquer un collier de coquillages qu'elle a promis de porter pour toujours. Je les ai regardés rire les vagues courant après leurs chevilles, et pendant un instant, j'ai oublié ce que la trahison faisait ressentir. Mais Amélie ne s'est pas arrêtée. Quelques jours plus tard, elle est venue jusqu'à ma location. Elle n'a pas frappé, elle a tambouriné, fort, à répétition. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour faire passer un message. Elle portait des lunettes de soleil, mais je voyais la rage derrière. « Tu ruines tout, siffla-t-elle. Tu t'écoutes parler, tu détruis cette famille. » J'ai incliné la tête. « Tu veux dire, la famille dont tu m'as exclu par texto, elle n'a rien répondu. C'est toi qui m'as renfermé dehors. C'est toi qui m'as dit que je n'étais plus le bienvenu. C'est toi qui as amené quelqu'un d'autre dans ma maison, pendant que moi je portais cette famille à bout de bras. J'étais seule, cria-t-elle. Tu crois que c'est facile d'être abandonnée presque 1 an? J'avais besoin de quelqu'un. Tu avais besoin de quelqu'un pendant que je payais les factures. Pendant que je ratais des anniversaires, les premiers pas, les appels de nuit avec les enfants en pleurs, sa voix se brisa. Tu ne comprends pas. Non, Amélie, c'est toi qui ne comprends pas. Tu as fait des choix. Et tu n'as pas le droit de pleurer maintenant à cause de leurs conséquences. Elle regarda derrière moi, espérant peut-être apercevoir les enfants et me faire culpabiliser. Je fermai la porte avant qu'elle ne puisse. Ce soir-là, Émile me demanda « Tu l'aimes encore ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « J'aimais celle qu'elle était. » Mais les gens changent. Et parfois, ils ne reviennent jamais en arrière. Il hocha la tête, comme s'il comprenait plus qu'un enfant de son âge ne devrait. Je l'ai bordé. Puis je suis resté allongé un long moment les yeux fixés au plafond, parce qu'il n'avait pas tort de poser la question, et je n'avais pas tort de laisser la réponse en suspens. Le lendemain matin, un colis attendait devant ma porte. Pas de note, pas de nom, juste une boîte blanche avec un ruban argenté. À l'intérieur, l'alliance d'Amélie. Je l'ai tenue dans ma main quelques secondes. J'ai senti son poids. Ce métal froid qui autrefois représentait 1 pour toujours, ne signifiait plus rien. Juste un joli mensonge. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas rendu. Je l'ai simplement glissé dans un tiroir, avec de vieux tickets de caisse et des chargeurs cassés. C'est ce que c'était désormais inutile, enterré, sous des choses qui ne marchaient plus. Amélie n'a pas cessé d'essayer. Quelques jours plus tard, elle a laissé un message vocal. Celui-là était différent. Notre famille me manque. Me réveiller à côté de quelqu'un qui se souciait de moi me manque. Je sais que j'ai tout gâché, Julien. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais, s'il te plaît, ne m'efface pas complètement. Voilà, les fissures dans le masque. Sa voix tremblait, mais malgré cela, pas une seule fois, elle n'a dit « Je suis désolée ». Pas une seule fois,
elle n'a assumé ce qu'elle avait fait. Juste plus de théâtre émotionnel sans texte. Et le pire, une partie de moi voulait encore la croire. Mais ensuite, j'ai reçu un message de la conseillère scolaire de Léa. Apparemment, Amélie avait tenté de venir la chercher plus tôt à l'école, sans prévenir, sans autorisation. L'école l'a refusé comme elle devait le faire. Mais Léa avait vu le visage de sa mère à travers la vitre et elle avait pleuré le reste de la journée. Ce soir-là, je me suis assis avec elle. Elle s'est blottie contre moi et m'a demandé pourquoi maman fait comme si elle n'avait rien fait de mal. Je ne savais pas comment répondre à une question pareille. Alors je lui ai dit la seule vérité que je connaissais. Certaines personnes se mentent elles-mêmes mêlent sa maman si bien qu'elles oublient que c'est un mensonge. Elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de me serrer un peu plus fort. Amélie a commencé à m'écrire des emails ensuite. Long, très long. Chaque paragraphe tentait une nouvelle stratégie, la culpabilité, le blâme, la flatterie, la colère. Elle est même allée jusqu'à dire que Clément n'était plus dans le tableau, qu'elle réalisait combien tout cela avait été une erreur. Mais le moment qui a tout scellé, c'est lorsqu'elle m'a envoyé une photo de nous 4. Elle, moi, Émile et Léa, au bord du lac, souriants, heureux, unis. Et sous la photo, elle avait écrit « On pourrait redevenir ça ». Je suis resté longtemps à la regarder. Puis j'ai compris quelque chose. Nous n'avons jamais été ça. Oui, les sourires étaient vrais. Les enfants étaient vrais. Mais Amélie, elle avait toujours été en costume, toujours en train d'attendre le bon moment pour que les projecteurs reviennent sur elle. Cette photo n'était pas un souvenir, c'était une mise en scène. Alors je lui ai écrit une seule phrase en réponse, je les élève sans mensonge maintenant. Elle n'a jamais répondu. Une semaine plus tard, Damien m'a appelé. L'avocat d'Amélie voulait un accord. Plus de bataille juridique, plus de motion d'urgence, juste des signatures. Et le silence. J'ai dit oui sans la moindre hésitation. Les papiers définitifs sont arrivés quelques jours après. Je les ai signés ce soir-là seul dans la cuisine, après que les enfants furent couchés. Le stylo ne tremblait pas. Mon cœur ne battait pas plus vite. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait que la paix. Amélie avait brûlé le pont entre nous et s'étonnait ensuite de ne pas pouvoir le retraverser. Elle avait sous-estimé une chose simple, je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de me libérer. Et je l'ai obtenu. À chaque signature, à chaque serrure changée, à chaque histoire du soir racontée à mes enfants. Pendant qu'elle restait là, à regarder le vide d'un lit qu'elle avait elle-même rendu froid. Elle avait choisi le feu. Mais moi j'ai marché à travers. Et je n'ai pas juste survécu. Je suis ressorti plus propre, plus fort. Terminé. Les semaines ont passé et le bruit s'est estompé. Plus d'avocats, plus de conflits, juste des jours normaux. Les trajets à l'école, les déjeuners à préparer, les rires du soir avant de dormir. J'ai recommencé à dormir. Du vrai sommeil, celui où ta mâchoire ne reste pas crispée, où tu ne gardes pas ton téléphone sous l'oreiller au cas où quelqu'un essaierait encore de te prendre quelque chose. Émile a recommencé à sourire. Il a demandé à rejoindre une équipe de football. Léa s'est remise à dessiner. Un jour, elle a fait un dessin de notre maison. Il y avait nous 3 se tenant la main sous un grand soleil. Amélie n'y était pas, et elle ne m'a même pas demandé pourquoi je l'avais accrochée au frigo. Le silence de son côté devenait de plus en plus fort. Pas d'appel, pas de message. Juste les notifications du calendrier partagées pour les horaires de visite qu'elle utilisait rarement. Et lorsqu'elle venait, c'était bref. Maladroit, forcé, trop poli. Elle essayait trop, offrait des cadeaux coûteux aux enfants, leur promettait des voyages à Disney. Il souriait poliment, mais ne demandait jamais à rester plus longtemps. Je crois qu'il voyait enfin. Pas seulement ce qu'elle avait fait, mais qui elle était vraiment. J'ai appris par quelqu'un à l'école que Clément était parti. Discrètement. Sans drame. Juste disparu. Apparemment, il avait compris que la vie avec Amélie n'avait rien de glamour une fois le rideau tombé. Elle avait tenté de s'accrocher à lui comme elle l'avait fait avec moi quand son public avait commencé à se disperser. Un jour, elle m'avait dit « Les gens ne changent pas. Ils se révèlent, elle avait raison. » Mais je ne pense pas qu'elle s'attendait à être la preuve vivante de sa propre théorie.
Un soir, Émile est venu dans le salon et s'est assis à côté de moi sur le canapé, en silence, juste là tout près. J'ai attendu, puis il a dit « Tu vas mieux maintenant ». Je me suis tourné vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as plus l'air fatigué tout le temps. Avant même quand tu étais là, on aurait dit que t'étais triste. Déjà, je n'ai pas su quoi dire. Les enfants voient tout. Ils voient que les fissures dans un sourire, les mensonges dans un éclat de rire. Ils savaient plus que je ne l'imaginais. Peut-être l'avaient-ils toujours su. Ce week-end-là, on est partis en randonnée. Juste nous trois. Il y a eu un moment tout en haut d'un sentier. Le soleil commençait à se coucher. Le vent sur nos visages. Aucun bruit à part celui des arbres. Léa me tenait la main. Émile a pris une photo. Je vais l'encadrer, dit-il. Et quelque chose a changé en moi. Je n'avais pas besoin de réparer le passé. Je n'avais pas besoin d'excuses ni d'explications. J'avais ma réponse là, devant moi. Ce morceau de paix, cette nouvelle vie, ces 2 enfants, c'était tout ce pourquoi je m'étais battu. Tout ce que je refusais de laisser Amélie détruire. Elle n'était qu'une tempête que j'avais dû traverser pour arriver ici. Et maintenant que j'y étais, je ne comptais plus regarder en arrière. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un message. Une vraie lettre manuscrite. L'écriture d'Amélie nerveuse pressée, comme si chaque mot était arraché sous la pression de la culpabilité. Elle écrivait qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle commençait à ouvrir les vieilles blessures, à reconnaître à quel point elle projetait sa propre misère sur les gens qui l'aimaient. Elle parlait de son enfance, de ses insécurités, de sa solitude. Elle essayait d'expliquer que ce qu'elle avait fait, ce n'était ni par amour ni par haine. C'était une histoire de contrôle. Elle avouait avoir été infidèle, même si elle ne l'a jamais appelé comme ça. Elle a utilisé le mot « réaction », comme si elle n'était qu'une spectatrice dans sa propre trahison. Elle terminait par « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi tout s'est passé ainsi. » J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans un tiroir, et je n'ai jamais répondu, parce que je ne voulais plus savoir pourquoi. Comprendre ne changerait rien. Ça ne ferait pas d'elle une meilleure mère. Ça n'effacerait pas ce qu'elle avait fait à notre famille. Et ça ne me rendrait certainement pas les nuits passées sur un cargo à me demander si ma femme pensait encore à moi pendant qu'elle construisait déjà un nouveau monde sans moi. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Pas chez elle, chez moi. J'ai cessé de voir le passé comme quelque chose à guérir. J'ai cessé de me demander pourquoi elle avait fait ça, ou ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai lâché l'idée que la clôture devait venir d'elle. La clôture est arrivée quand Léa a ri si fort au dîner qu'elle a craché du jus sur toute la table, quand Émile m'a demandé de lui apprendre à cuisiner son petit déjeuner préféré. Quand j'ai réalisé que je ne tressaillais plus en entendant le prénom d'Amélie. Ce n'était pas du pardon, ce n'était pas de l'oubli, c'était simplement la fin de lui laisser de l'espace dans ma tête, de la place dans mon cœur, de l'importance dans mon avenir. Un soir, après avoir bordé les enfants, je suis resté debout dans la cuisine à regarder les dessins accrochés au frigo. J'ai vu les photos qu'on avait prises pendant les randonnées, le lac, le jardin, le sourire de mes enfants, et j'ai compris que ce n'était pas la suite d'une histoire ancienne. C'était un nouveau chapitre, un redémarrage, un monde sans mensonge, sans quémander l'amour de quelqu'un, sans avoir à prétendre. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitté, j'étais l'homme que j'avais retrouvé. Elle avait essayé de réécrire notre histoire avec un autre, mais c'est moi qui ai écrit la fin. Et cette fin, ce n'était ni la vengeance, ni la rage. C'était la paix. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans la même salle d'audience où tout avait commencé. Sauf que cette fois, c'était la fin. Définitive. Le divorce était prononcé. La garde des enfants fixée. Plus de convocation, plus de débat, plus d'avocats. Amélie était assise 2 rangs derrière moi. Silencieuse, pas de larmes de mascara, pas de crise, pas d'excuses feintes, juste une présence effacée, vidée. Pour une fois, elle n'a rien dit. Lorsque le juge a signé le décret final et m'a fait un signe de tête, je n'ai pas eu l'impression de franchir une ligne d'arrivée, mais plutôt de refermer la porte d'une cellule derrière moi. Je suis sorti du tribunal et j'ai levé le visage vers la lumière du jour.
Je respirais comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Plus de poids sur ma poitrine, plus de tension dans la mâchoire. Juste de l'air. Frais, pur, à moi. Une semaine plus tard, les enfants et moi avons déménagé. Nouvelle maison, nouvelle ville. Rien de luxueux. Juste à nous. Émile a décoré sa chambre avec des cartes et des photos de cargo. Il m'a dit qu'il aimerait peut-être devenir marin un jour. J'ai souri et dit « Seulement si tu promets de toujours rentrer à la maison ». Léa a peint sa chambre en jaune, lumineuse, têtue, pleine de vie, comme elle. Elle m'a demandé d'accrocher au-dessus de son lit sa photo préférée, celle de nous trois à la plage. Elle est devenue notre symbole, la preuve qu'on avait reconstruit quelque chose de plus beau à partir des décombres. Parfois Amélie appelait. Je répondais, mais je ne la laissais jamais franchir la porte. Elle voyait les enfants quand le tribunal le permettait. Elle faisait plus d'efforts maintenant, moins de manipulation, plus d'implication. Mais c'était trop tard. Les enfants étaient assez grands pour voir clair en elle. Ils l'aimaient, mais ils ne lui faisaient plus confiance. Pas encore. Peut-être jamais. Et moi, j'ai recommencé à écrire. À tenir un journal. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, depuis avant que l'océan n'engloutisse tant de mon temps. Je n'écrivais pas pour tourner la page. J'écrivais pour y voir clair. Pour me rappeler d'où je venais, jusqu'où j'étais allé. J'ai rencontré des gens, j'ai parlé, j'ai ri. Petit à petit, j'ai redécouvert ce que c'était que d'être un homme sans douleur. Et finalement, j'ai cessé d'attendre que le passé revienne frapper à la porte. Il ne l'a jamais fait. Un soir, alors que je bordais Léa, elle m'a regardé et a dit « Tu n'es plus triste ». J'ai marqué un temps. Puis j'ai souri. Non, je ne le suis plus. Elle a hoché la tête satisfaite et fermé les yeux. Et dans ce silence paisible avec la respiration de ma fille et la maison baignée de calme, j'ai compris. Amélie avait brisé quelque chose, mais elle ne m'avait pas brisé moi. Elle m'avait libéré. Et en perdant tout ce que je pensais nécessaire, j'ai trouvé tout ce que je n'aurais jamais cru pouvoir reconstruire. Plus fort, plus vrai, à moi,